Alors, imaginez un peu la scène. On est dans une salle, il y a plein de visages qu'on ne connaît pas, des gens avec des expériences, des personnalités super diverses. Eh bien, le vrai défi pour n'importe quel formateur, c'est de transformer ce simple rassemblement en une véritable unité d'apprentissage. Un processus qui est loin d'être simple, mais qui est absolument essentiel. La grande question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc celle-ci. Comment on passe d'une collection d'individus, un peu chacun dans son coin, à une véritable force collective? Comment on fait pour qu'une équipe apprenne et surtout innove ensemble? C'est ce puzzle qu'on va essayer d'assembler. Tout commence par un constat vraiment simple. Quand des personnes se réunissent pour la première fois, ce n'est qu'un groupe, ce n'est pas encore une équipe. Il n'y a pas de cohésion, pas d'objectif commun qui soit vraiment partagé. C'est un peu comme une page blanche, tout reste à construire. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut se pencher sur ce qu'on appelle la dynamique de groupe. C'est un concept du psychosociologue Kurt Lewin qui décrit ça comme un champ de force. Il faut imaginer une sorte de réseau invisible fait de relations, de tensions, d'influences qui va modeler l'identité et l'efficacité du groupe. C'est tout ce qui se passe sous la surface. Et ça nous amène au cœur de la pensée de Lewin. Le comportement d'une personne, en fait, n'est jamais isolé. Il est constamment influencé par son environnement et par les autres membres du groupe. C'est pour ça que le rôle du formateur est si crucial. Il ne gère pas juste des individus, il gère tout un écosystème de relations. Ce qui nous amène tout naturellement au rôle du formateur. Ce n'est pas juste quelqu'un qui transmet un savoir. Non, c'est un véritable architecte social. Sa mission, c'est de concevoir et de piloter cet environnement pour que l'apprentissage puisse vraiment s'épanouir. Et ce travail d'architecte, ça commence par soi-même, forcément. Pour bien guider les autres, il faut d'abord bien se connaître. Ce modèle, par exemple, c'est un bon outil pour identifier ses propres préférences. On voit bien l'axe qui oppose l'extraversion, qui est tourné vers l'action, et l'introversion, qui est plus orientée vers la réflexion. C'est intéressant de se demander où on se situe là-dedans. Allez, prenons l'exemple d'un formateur avec une dominante rouge. Lui, il va être très concentré sur l'action, les résultats. Pour lui, l'environnement, c'est un défi à relever. Il va droit au but. C'est une super qualité pour faire avancer un groupe, mais attention, il devra faire gaffe à ne pas laisser certains sur le bas-côté. Et à l'opposé, on a la dominante verte. Là, on est tourné vers la relation, la confiance, l'écoute. Ce type de formateur va créer une super ambiance, un climat bienveillant. Il va s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais style. La vraie compétence, c'est de savoir jongler entre les deux. L'impact du style de leadership, il est parfaitement illustré par cette expérience, qui est un grand classique. Regardez la ligne autoritaire, le leader décide seul, de son côté, et le résultat, c'est l'apathie ou même la rébellion. A l'inverse, le laisser-faire, où le leader est passif, ça génère du chaos improductif. Mais le point crucial, il est pile au milieu, le style démocratique, où le leader décide avec le groupe. Et là, c'est gagnant sur tous les plans. Satisfaction, collaboration et une performance élevée et autonome. La conclusion est assez claire, non? Bon, maintenant, passons au concret. Connaître la théorie, c'est super, mais comment on fait sur le terrain pour créer une dynamique de groupe positive? Heureusement, il existe des méthodes et des principes très clairs pour ça. Une méthode qui marche très bien, c'est l'acronyme SAVI. C'est une sorte de feuille de route. S pour sécuriser. Il faut créer un climat de confiance où on a le droit à l'erreur. A pour acteur. On rend les participants acteurs en posant des questions plutôt qu'en donnant des réponses toutes faites. V pour valoriser. On rebondit sur chaque intervention, même la plus maladroite. Et enfin, I pour impliquer. On rappelle sans cesse le lien entre ce qu'on fait et l'objectif final. Mais au-delà des méthodes, c'est vraiment une posture. Et ces 4 règles d'or, elles sont fondamentales. Tout part de créer l'alliance. Ensuite, quand une tension apparaît, la règle, c'est de ne pas envenimer les choses. On apprend à répondre calmement plutôt que de réagir à chaud. Et tout ça, ça repose sur une idée de fond. Il faut se dire que derrière chaque comportement, même le plus difficile, il y a une logique à comprendre. Évidemment, aucun groupe n'est un long fleuve tranquille. Le formateur, il doit aussi être un bon navigateur, capable de gérer des personnalités parfois complexes et les conflits qui sont, somme toute, inévitables. Dans n'importe quel groupe, on retrouve des personnages qu'on connaît bien. Celui qui veut prendre le lead, le contradicteur né, l'expert qui sait tout sur tout. La tentation, ce serait de vouloir les faire taire. Mais l'art du formateur, c'est justement de canaliser leur énergie. On va utiliser le leader pour motiver, le contradicteur pour challenger les idées et l'expert pour amener de la précision. En fait, chacun a un rôle à jouer. Par contre, il y a un danger beaucoup plus subtil. C'est ce qu'on appelle la pensée de groupe, le groupthink en anglais. Ça arrive quand le désir d'être d'accord, de trouver un consensus, devient tellement fort qu'il étouffe toute pensée critique. Les membres du groupe n'osent plus dire qu'ils ne sont pas d'accord pour ne pas casser la bonne ambiance, et ça peut mener à des décisions vraiment catastrophiques. Il faut donc être super attentif aux symptômes. Par exemple, l'illusion d'invulnérabilité, ce sentiment que le groupe ne peut pas se tromper. La rationalisation aussi, quand on se trouve des excuses pour justifier des mauvaises décisions.
Et surtout, cette fameuse pression à la conformité, qui pousse chacun à garder ses doutes pour soi pour ne pas faire de vagues. C'est un vrai poison pour l'innovation. Mais quand la dynamique est bien gérée, quand on a réussi à éviter les pièges, alors là, les résultats peuvent être spectaculaires. Un groupe unifié, c'est tellement plus que la simple somme de ses membres. Le premier résultat, et c'est majeur, c'est le changement. Une bonne dynamique de groupe permet des changements profonds dans les attitudes. Pourquoi ? Tout simplement parce que le groupe crée sa propre norme. C'est beaucoup plus facile d'adopter un nouveau comportement quand tout le monde autour le fait aussi. Le deuxième résultat, c'est l'innovation. Dans un climat de confiance, où chaque idée, même la plus folle, peut être dite sans avoir peur d'être jugée, eh bien le groupe devient un terrain incroyablement fertile pour faire naître des solutions créatives. C'est là que la magie opère, quand les idées des uns viennent nourrir celles des autres. Et enfin, le résultat le plus humain de tous, la cohésion. Un groupe où on se sent bien, où l'entraide est la norme, ça renforce la motivation, ça crée des liens qui sont très forts, on n'apprend plus seulement avec sa tête, on apprend aussi avec son cœur. Finalement, cette citation de Roger Mukiele, elle résume parfaitement tout ce parcours. Pour transformer un groupe, le formateur doit d'abord accepter de se transformer lui-même. C'est en changeant sa propre perception qu'on devient vraiment capable de naviguer dans la complexité des relations humaines. La question qui reste, c'est donc en quoi ce processus de groupe peut nous changer, nous aussi.